Meetup qui est aujourd'hui co-organisé par Synapse Développement et Prodemial. Donc moi je suis de Synapse Développement, je suis Camille Pradel, responsable R&D dans l'entreprise, et je suis accompagné de Rémi Badre qui fera une deuxième présentation ensuite. Donc l'idée du Meetup, c'est en fait on a envie de fédérer, d'identifier sur la place, on va dire toulousaine ou un peu plus large, les personnes, les acteurs et les personnes qui sont intéressées par Elastic, enfin la stack Elastic au sens large, donc ou la recherche d'informations, ou l'analyse de log, on va dire, la visualisation, etc. Enfin tout au sens large. Et donc on est parti aujourd'hui sur une première idée de Meetup qui est la recherche augmentée. Donc c'est un titre qui nous a été suggéré par Rémi, où en fait, bon, moi je vais commencer par une première présentation assez technique, mais quand même très générale de Elastic et plus particulièrement Elasticsearch. Et derrière, Rémi va plutôt faire un retour sur expérience sur un projet qui est en train de se terminer, mais bon, qui aura des suites. Donc, avant de commencer, on va remercier Haricot, qui nous accueille dans ses locaux, dans ces très beaux locaux, donc avec des très bonnes conditions pour présenter, c'est très agréable. On a aussi, je m'en rends compte ici, notre Twitter, et puis ici un hashtag si vous voulez tweeter sur l'événement. Et avant de commencer la présentation, je vais dire quelques mots sur Synapse Développement, donc l'entreprise pour laquelle je travaille. En gros, on est un éditeur de logiciels qui est spécialisé depuis 25 ans cette année dans les solutions d'intelligence artificielle appliquées au texte. Donc ça fait, à l'origine, on était plus on a développé des solutions de correction d'orthographe et de grammaire, avec le temps, on s'est orienté sur, plus récemment, on va dire, une de nos activités, c'est la recherche d'informations, d'où ce Meetup. Donc ça fait quelques années qu'on travaille avec Elasticsearch, qu'on se rend compte que c'est vraiment un super outil, qu'on a des très bons résultats, avec pas forcément énormément d'efforts, parce que voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc on veut vous faire partager notre engouement, et puis aussi, on vous encouragera, enfin je peux le faire dès maintenant, je le referai à la fin, on vous encourage à venir vous aussi partager votre engouement dans d'autres sessions du Meetup. Donc voilà, la première présentation, c'est la stack Elastic et focus un peu plus précis sur Elasticsearch, parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous intéresse, donc c'est la recherche d'informations. Elasticsearch, donc la stack Elastic, c'est en gros des produits cœur qu'on voit ici sur la gauche, dans le cadre de gauche, donc avec à l'origine juste un logiciel qui s'appelle Elasticsearch. Donc en gros, je vais en parler un petit peu plus ensuite, mais c'est un moteur de recherche qui est sorti en 2010, et au fur et à mesure des années, qui a été accompagné par un ensemble d'autres logiciels. Donc les plus connus, ceux qui font vraiment partie du produit cœur sont Kibana, Logstash et Bits. Donc Logstash, c'est un outil qui permet d'ingérer des flux de données. Donc en général, ce sont des logs, mais ça peut être n'importe quel flux, et de les verser dans Elasticsearch, donc de les intégrer, de les indexer dans Elasticsearch. Et Kibana, c'est un outil qui est lui plus de visualisation. Donc on va pouvoir avec Kibana créer des visualisations, créer des dashboards qui vont nous permettre de suivre des traces d'utilisateurs ou des logs de système, et derrière de sortir des insights et d'améliorer un produit ou un service. Et donc ces produits cœur sont accompagnés
d'une autre gamme, enfin d'un autre ensemble de produits qui, eux, font partie d'une offre commerciale qui est... donc ceux de gauche sont open source, et donc les autres, Elastic Cloud et XPack, c'est une offre commerciale qui est proposée par la société Elastic, donc qui est éditrice d'Elasticsearch, et qui en gros ont pour mission de nous simplifier la vie, des développeurs ou des utilisateurs derrière. Mais vraiment on va dire les fonctionnalités principales sont dans les technologies dans la stack cœur, dans le cœur dans les produits cœur. Donc pourquoi on utilise Elasticsearch, enfin ou la stack Elastic même, on va... donc c'est pas l'usage, c'est pas le premier d'un point de vue historique, mais une des raisons pour lesquelles cette stack est devenue populaire sur ces dernières années, c'est toutes les fonctionnalités de monitoring. Donc comme je l'ai dit, avec Logstash, on peut ingurgiter des tas et des tas de logs. Donc ces logs, ils peuvent venir donc de bits, qui en gros transportent des données vers Logstash, ou ça peut être des fichiers TXT qui sont générés par n'importe quel système, ou même une application qui écrit directement dans Elasticsearch. Et derrière, on a les fonctionnalités d'Elasticsearch, notamment la recherche à facettes, enfin tout ce qui est capacité d'agrégation qui sont très très efficaces dans Elasticsearch pour justement agréger et tirer des infos, tirer des insights de vos données. Et par-dessus, on a Kibana, donc, qui est un super outil très joli, avec lequel on peut visualiser des tas de choses et très très facilement. Avec quelques clics, on construit des dashboards qui sont impressionnants et pratiques, donc sur lesquels après on peut filtrer, sélectionner des spans de temps qui nous intéressent, enfin, rentrer dans le détail, avoir des visions très macro et rentrer sur des visions très précises. Et avec vraiment quelque chose, c'est impressionnant à quel point ça peut aller vite dès même si on visualise des milliers et des milliers, enfin, ou des centaines de milliers de lignes de log. Bon, il faut quelques secondes pour se mettre à jour, mais en général ça va très vite et on peut très vite avoir des résultats intéressants. La deuxième raison d'utiliser Elasticsearch, et celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, et la raison historique d'ailleurs, c'est la recherche d'informations. Donc Elasticsearch, c'est un moteur de recherche donc pour la génération NoSQL. Donc on lit souvent que c'est une base de données NoSQL, base de données orientée documents, donc au même titre que MongoDB, mais moi, il me semble que c'est quand même beaucoup plus que ça. C'est vraiment un moteur de recherche. Donc, par moteur de recherche, on entend en général un moteur de recherche. Il y a une partie qui est vraiment très importante, c'est l'indexation. Donc, un moteur de recherche, c'est avant tout un moteur d'indexation qui, pour un document donné, va créer un index, c'est-à-dire une visualisation, enfin une certaine façon de représenter le texte en base de données pour ensuite pouvoir répondre à des requêtes. Et donc derrière, il y a également aussi évidemment le moteur de recherche en lui-même qui va interroger cet index. Et donc ça crée la façon d'utiliser un moteur de recherche, on ne l'utilise pas de la même façon qu'une base de données. Donc une base de données, en général, on a besoin de connaître un langage d'interrogation qui va nous permettre de définir de façon logique une requête, donc c'est-à-dire un ensemble de ressources dans la base de données qui répondent à des besoins. Donc dans un moteur de recherche, on va décrire de façon beaucoup plus floue, de façon souvent en langue naturelle ou par des mots-clés le besoin en information. Et derrière, le moteur va renvoyer une liste ordonnée de résultats, donc qui sont ordonnés par un score de pertinence. Donc ça aussi, c'est très important, le score de pertinence. Bon, je viens juste de dire à l'instant que Elasticsearch c'est un moteur de recherche, donc c'est pas vraiment vrai. Elasticsearch est en fait construit au-dessus de Lucene, donc qui est un logiciel qui est édité par Apache. Et c'est Lucene qui est vraiment le moteur d'indexation et de recherche. En fait, Elasticsearch, donc qu'on vend comme un moteur de recherche parce que en fait il englobe Lucene, c'est une couche au-dessus de Lucene qui permet
enfin qui le rend beaucoup plus accessible, beaucoup plus développeur friendly, donc qui donne des interfaces agréables type HTTP, REST, on lit du JSON, c'est beaucoup plus simple d'interagir avec Elasticsearch, donc sans parler de Kibana qui est un produit à côté, mais enfin un logiciel à côté, mais bon, qui de nos jours s'utilise vraiment ensemble. Et enfin, dernier aspect, mais qui est probablement le plus important, c'est que Elastic a depuis toujours été développé avec la volonté d'être orienté cloud et surtout scalable. Donc c'est même l'aspect principal, la volonté principale de son créateur, c'est donc d'être scalable. C'était des features que ne présente pas Lucene. Et qui sont rajoutés, donc c'est-à-dire la possibilité de dupliquer des index, donc de créer des clusters qui peuvent avoir un nombre important de nœuds, donc pour répondre plus vite à des requêtes, et aussi donc de dupliquer pour apporter de la résilience à notre cluster. Pour bon, si on a un nœud qui tombe, on continue à avoir un service qui fonctionne correctement. Donc c'est à peu près fini pour la partie présentation globale. Je vais maintenant plutôt passer par un exemple pour vous montrer quelques-unes des fonctionnalités d'Elasticsearch. Donc je vais enlever la slide pour l'instant parce que je pense que ça vous déconcentre. Donc là, je vais donc introduire un exemple pour, pendant l'introduction d'un exemple, je vais en profiter pour présenter le dernier concept qui est vraiment essentiel pour comprendre en gros comment fonctionne un moteur de recherche. Donc c'est l'index inversé. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif d'un moteur de recherche, c'est pour une requête, enfin je l'ai pas vraiment dit en fait, mais pour une requête utilisateur, l'objectif c'est de trouver parmi la collection, donc parmi le corpus ou l'index, enfin le corpus de documents indexés, ceux qui sont pertinents pour la requête donnée et à quel point ils sont pertinents. Donc en gros de calculer pour chaque document un score de pertinence. Donc ça implique de chercher tous les termes qui sont dans la requête, enfin de la requête qui apparaissent dans le document. Et après d'appliquer des formules donc sur lesquelles beaucoup de gens ont travaillé pendant des années, qui permettent d'obtenir les résultats les plus pertinents. Donc ça sous-entendrait de parcourir tous les textes et pour chaque mot du texte, vérifier si c'est un mot de la requête et construire une structure de données qui derrière permettrait de calculer le score. Donc vous doutez bien que c'est pas envisageable si on a quelques milliers ou quelques millions de documents indexés. Donc c'est pour ça que on a l'index inversé. Donc l'index inversé, c'est en gros une représentation en base de données qui va permettre derrière au moteur de recherche de calculer de façon très efficace des scores pour une requête donnée. Donc voilà, je pars sur un exemple. En attendant le vrai exemple que nous amènera Rémi. Donc là on est sur un exemple, on va dire bateau. Disons que on est sur une plateforme qui édite, qui met à disposition des vidéos, qui veut mettre à disposition de ses utilisateurs un moteur de recherche. Du coup, l'index inversé, c'est en gros pour chaque terme qui apparaît dans le corpus, on va stocker, par exemple, c'est une visualisation un peu simple, ça dépend derrière quelles sont les méthodes de calcul du score, mais on va indexer pour chaque terme la fréquence du terme, c'est-à-dire le nombre de documents dans lequel il apparaît, et la liste des documents dans lequel il apparaît. Donc derrière, ça permettra d'aller très vite au moment où on va avoir une requête, on va aller lire dans ce tableau, donc qui est stocké de façon intelligente dans une table de hachage ou ce genre de choses, qui est derrière uniquement s'intéresser aux mots qui nous intéressent, aller lire les documents qui sont concernés, et après uniquement sur ces documents calculer les scores. Et donc voilà, par exemple, là on voit le terme chat, qui bon, les chats c'est quand même très connu pour être c'est très populaire dans les vidéos. Donc il y en a, on voit que sur les 4 exemples, il y a 2 exemples où on a chat. Donc ce sont les documents 1 et 3, et quand on n'a pas chat, on a chaton dans le document 2. Donc voilà, je vais passer sur, je vais passer, c'est pas ça que je voulais faire.
une petite démo, donc ça va être simple. Hein. L'idée, c'est vraiment, là, j'utilise Kibana, mais j'utilise vraiment un outil. C'est simplement, je vais envoyer des commandes à Elasticsearch pour indexer des documents, et derrière, je vais vous montrer 2-3 commandes qui permettent de requêter ces documents. Mais l'objectif, pour faire le lien avec le titre de la présentation, la recherche augmentée, c'est vraiment de montrer comment les outils que Elasticsearch met à notre disposition pour répondre à des besoins réels. Donc typiquement donc, le cas que va présenter Rémi derrière. Donc c'est tout ce qui nous permet, une fois qu'on a nos documents, donc on ne les choisit pas, hein, c'est ceux là en l'occurrence ceux de nos utilisateurs ou ceux de nos clients, et les requêtes utilisateurs, donc c'est pareil, c'est la façon dont les utilisateurs utilisent le moteur, donc on peut essayer de les orienter dans telle ou telle direction, mais bon, d'une façon générale, on veut répondre aux besoins de l'utilisateur et pas contraindre l'utilisateur à travailler comme on voudrait qu'il travaille. Donc je vais vous montrer les outils que nous propose Elasticsearch dans cette direction. Donc pour commencer, donc là j'ai une base de données qui est vide, enfin j'ai un index qui est vide, hein, que j'appelle test meetup, c'est le nom de mon index, et je vais rajouter chacun de ces 4 documents que vous voyez là. Donc en gros c'est 4 descriptions de vidéos, toutes ont un titre et des fois certaines ont une description, des fois non. On peut voir, moi je vais le décrire au fur et à mesure que j'ajoute. Donc voilà, chien et chat en gros plan en portant des chapeaux. Ensuite une vidéo qui s'appelle chaton trop mignon qui n'a pas de description. Ensuite une autre vidéo très connue donc sur un chat qui parle, et enfin une dernière vidéo qui s'appelle animaux trop mignons, et là on peut voir donc ça c'est intéressant, c'est souvent le cas dans les données, le champ description c'est pas une description en fait de la vidéo, c'est plutôt de la pub pour la chaîne. Les personnes disent, c'est la description de la chaîne qui édite les vidéos et qui incite les gens à s'abonner. Donc c'est pas forcément, c'est le genre de choses avec lesquelles on doit faire dans la vraie vie. Donc voilà, et ça c'est tout ce que je fais pour faire ça, c'est que j'envoie une requête, donc je ne rentre pas dans les détails, hein, mais j'envoie une requête HTTP à Elasticsearch et il dit ok, j'indexe le document, et maintenant on peut afficher la liste des documents. Donc ça peut être fait quand on a 4 documents, mais évidemment, dès qu'on a quelques milliers de documents, il faut arrêter de faire ça. Mais voilà, on a ici, on peut voir hein, en JSON. Donc même ceux qui ne manipulent pas du JSON au quotidien, je pense que voilà, vous pouvez comprendre. Hein, c'est un langage balisé, enfin un langage où on voit sous forme d'arbre le contenu de nos documents. Donc, et notamment, il y a à chaque fois un champ source, enfin une section qui s'appelle source dans laquelle on retrouve nos titres et nos descriptions de vidéos. Et donc là je vais suivre quelques requêtes, donc je vais commencer par des simples qui marchent bien. Donc encore une fois c'est juste une syntaxe à respecter hein, qui est plutôt simple. Donc là je vais faire une requête voilà, je cherche des vidéos d'animaux mignons, donc c'est assez générique comme requête. Et en gros j'utilise cette syntaxe, donc je dis que j'ai une requête et j'utilise le mot-clé match pour dire que en gros je veux que les mots-clés, les mots de ma requête apparaissent dans le titre de mes documents. Et donc voilà, je me retrouve avec un seul document qui contient animaux dans son titre. Jusque là, c'est logique. On peut vérifier ici. Donc voilà, c'est le dernier document qui s'appelle animaux trop mignons. Derrière, ah oui, par contre, donc on se rend compte que là, on a trouvé ce document, on est content, mais donc il faut que je le trouve, mais donc je vais faire la requête pour savoir lequel c'est, parce que je le vois pas. Chien et chat en gros plan portant des chapeaux. Bon, excusez-moi, là j'arrive pas à lire, j'arrive pas à savoir pourquoi ce document a été rajouté, mais bon, l'idée de l'exemple,
L'idée de l'exemple, c'est qu'on a rajouté le champ description dans les champs qu'on requête, et donc ça permet d'élargir le nombre de documents qui sont retournés. Après, c'est bien beau d'élargir, mais comme on l'a vu tout à l'heure en regardant les données, le champ description, il n'est pas forcément aussi pertinent. Donc là, je veux dire, je donne 5 fois plus de poids au titre. Et donc, on a les mêmes résultats, mais juste ils sont re-rankés, et on a en priorité des animaux, les documents dans lesquels le mot chat apparaît en premier. Un autre exemple, c'est Fusiness, donc des recherches floues. Donc là, on cherche la requête, donc vous l'avez vu, je pense que c'est le document, peu importe, mais voilà, c'est l'avant-dernier. Donc c'est ce chat qui dit Oh Long Johnson, donc pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une vidéo très connue sur Internet. Disons qu'on a vu cette vidéo et on aimerait la retrouver, mais la personne qui a vu la vidéo, l'utilisateur, il n'a pas entendu Long Johnson, il a entendu Lord Johnson. Donc si on fait cette requête, en fait on se retrouve avec aucun résultat. Et là, il y a une fonctionnalité très utile qui est Fusiness, donc où en gros on dit à Elastic qu'il peut s'autoriser à changer des caractères, à remonter des résultats qui correspondent à peu près mais pas exactement. Donc la valeur, donc 1, 2 ou 3, c'est en gros le nombre de caractères qu'Elastic s'autorise à changer. Elasticsearch, pardon. Donc voilà, si on rajoute ce composant, on se rend compte que du coup il est un peu plus souple, et il va nous retourner la vidéo qu'on recherche. Donc là encore c'est un exemple, j'utilise pour ce cas, là je vous ai fait la démo avec Fusiness, on peut aussi faire des... il y a d'autres approches possibles, hein, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Un exemple de plus, donc maintenant c'est chien rigolo. Donc chien rigolo, quand j'exécute, on n'a aucun résultat. Donc là on est assez déçu, enfin je sais pas vous, moi je suis déçu, parce que du coup on a en haut un document qui parle de chien, et en plus où il écrit dans la description qu'ils ont des chapeaux rigolos, et je sais plus, il y a au moins là aussi il y a un autre document qui parle de chien. Donc pourquoi là Elasticsearch n'a pas été capable de renvoyer ces documents? C'est parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, là les mots chien et rigolo ils sont au pluriel, alors que dans la requête ils sont au singulier. Donc ça c'est un peu embêtant, on ne veut pas avoir à gérer, on pourrait gérer ça nous-mêmes, il y a un moment où c'était géré dans les applications, mais là maintenant on a Elastic fournit en tout cas une batterie d'outils de base pour analyser la langue, donc pour permettre justement d'éviter le silence dans ce genre de requête. Donc c'est ce qu'on appelle, ça s'exprime dans Elastic, ça s'exprime dans un concept qu'on appelle mapping. Donc mapping, c'est en gros l'information qui dit à Elastic comment il doit interpréter les documents. Donc pour chaque champ, quel est le type du champ, et en général c'est un type texte, mais ça peut être aussi un entier, un booléen, etc. Et quand c'est un type texte, de quel type de texte il s'agit. Donc en gros, on peut regarder là, avec cette requête, le mapping actuel de notre index. Donc là, c'est pas moi qui l'ai créé, ce mapping, il est créé d'office par Elastic quand on ajoute des documents. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a déduit tout seul, au moment où j'ai rajouté des documents, il a vu que c'était des chaînes de caractères. Donc il a dit que c'était qu'il y avait deux champs, donc un champ description et un champ title. Et les deux, il en a déduit que c'était de type texte. Donc là, il y a un sous-champ, donc je vous passe les détails, mais en gros, il crée aussi un sous-champ de type keyword, mot-clé, mais on va pas parler de ça maintenant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est de type texte, donc il va utiliser un analyseur. Donc un analyseur, c'est une suite de traitements qui lui dit comment traiter, comment interpréter une chaîne de caractères. Et là, en l'occurrence, il utilise l'analyseur standard. Donc l'analyseur standard, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaîne de caractères, il passe tout en minuscules, après il tokenise, donc en gros il extrait les termes et il enlève tout ce qui est ponctuation, et il le stocke tel quel. Donc, et on peut regarder dans Elastic
le résultat d'une analyse. Donc là, en gros, je demande les résultats de l'analyse de la string « il porte des chapeaux rigolos » avec l'analyseur standard. Et donc on voit que ils, porte, etc. Donc il y a vraiment les mots passés en minuscules. Bon là ça se voit pas, c'était déjà des minuscules. Ah ben voilà, chien et chat. Chien et chat en gros plan. Donc on a vraiment juste les mots extraits. Il n'y a pas plus d'intelligence que ça, et notamment les mots au pluriel restent au pluriel. Donc Elastic fournit pour pas mal de langages une analyse déjà préfaite. Donc il en existe une pour le français. Donc l'analyse pour le français, en fait, elle va faire exactement la même chose que l'analyse pour l'analyse standard, mais avec une étape supplémentaire qui est le stemming. Donc en gros, le stemming, c'est ou racinisation en français. Donc il va essayer d'enlever. Donc il utilise un algorithme qui essaye d'enlever la fin du mot pour limiter justement la variabilité des mots. Les différentes variantes d'un même terme qui existent peuvent ainsi être rattachées. Et du coup, voilà, quand on voit l'analyse avec l'analyseur French, on voit que chien et chat sont passés au singulier. Ah, il y a aussi une liste de stop words. Je l'ai pas dit, mais vous voyez le et, il a disparu. Donc les articles, tous les petits mots qui sont considérés comme pas informatifs, ils sont dégagés. Donc voilà, et on peut voir que là, rigolo, il passe au singulier, et la requête est passée dans le même analyseur. Et on a également, donc chien rigolo, là rien n'a bougé, mais tout est au singulier. Donc derrière, on a un overlap entre les termes de notre requête et les termes des documents. Donc on va pouvoir, en utilisant cet analyseur, retourner quelque chose. Donc je vais activer l'analyseur dans Elastic, donc juste quelques requêtes prêtes. Mais bon, en gros, la façon simple de faire, c'est de supprimer l'index et le recréer. Hein, donc vous inquiétez pas, je refais juste... Enfin, ah pardon, oui, bon, c'est pas... En gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté l'analyseur. Je dis tel index va fonctionner avec tel analyseur, et donc, je dis juste, mais traite-le comme du français. Là, je réinsère tous les documents qu'on a déjà vus. Et du coup, chien rigolo, si tout va bien, on se retrouve avec des retours, donc en plus des retours qui sont pertinents, puisqu'on a d'abord, les deux parlent de chiens, et en plus le premier parle de chiens qui ont des chapeaux rigolos, donc c'est ce qu'on a de plus pertinent dans notre corpus. Et enfin, dernier exemple, voilà, il y a tout un tas de features, hein, j'en montre que quelques-uns, c'est les synonymes. Donc voilà, c'est encore quelque chose de très pratique. Donc les synonymes, si par exemple on cherche animaux drôles, on a un résultat qui est donc animaux trop mignons. Et on a ce résultat uniquement parce qu'il y a animaux dedans. Parce que voilà, au final, animaux trop mignons, ils sont pas spécialement drôles, en tout cas pas d'après ce que montrent le titre et la description. Alors qu'on se rend compte que dans notre corpus, on a des documents où il y a écrit chien et chat et rigolo, par exemple. Donc on aimerait vraiment avoir celui-ci qui arriverait avant. Ça correspond, enfin en tout cas du point de vue d'un humain, beaucoup plus à ce qu'on recherche. Donc pour ça, on peut définir, donc encore une fois, là c'est des fonctionnalités qui sont built-in, hein, qu'on peut utiliser directement dans Elastic, des synonymes. Donc pareil, je vais le faire en haut. Donc, hop. Aïe, aïe, aïe. Je supprime l'index. Là, c'est une grosse requête, mais en gros, tout ce que ça fait, tout à l'heure, comme j'utilisais l'analyseur français de base, j'ai juste mis French. Là, comme je fais un analyseur français un peu custom, puisque je rajoute des synonymes, je suis obligé de reprendre toute la définition de l'analyseur français. Et après, donc c'est en gros un copier-coller de la doc Elastic. Et tout ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai rajouté un filtre qui s'appelle Business Synonyms, où en gros, j'ai rajouté des synonymes que j'appelle métier, parce que là, dans le contexte de ce use case, c'est du vocabulaire métier. Donc, et notamment, donc, je dis que drôle est un synonyme de rigolo.
et que chat, chaton, chien et chiot sont des types d'animaux. C'est-à-dire, vous voyez, là, c'est autant drôle et rigolo sont équivalents, autant il y a une flèche qui va de chat, chaton, chien, chiot vers animaux. Donc c'est pour dire que si l'utilisateur demande des animaux, alors on peut se permettre de lui renvoyer des chats et des chatons, mais pas l'inverse. S'il demande des chats et des chatons, c'est risqué. On pourrait, mais c'est risqué de lui renvoyer des vidéos qui parlent d'animaux au sens large, parce que il peut y avoir plein d'autres choses que des chats et des chatons. Alors je sais plus si j'ai exécuté. Et derrière, je refais exactement la même requête que tout à l'heure, sauf que plutôt que de mettre French, je mets Custom French, qui est l'analyseur que je viens de définir à l'instant, et j'ajoute à nouveau mes données. Hop, et du coup, si on revient sur notre requête, animaux drôles, on se retrouve avec cette fois les quatre documents. Après, ce qui compte, souvent on a beaucoup de documents hein, quand on fait la recherche d'informations. Il suffit qu'il y ait un terme qui matche pour que le document soit considéré d'une façon ou d'une autre comme pertinent. Mais donc ce qui compte, c'est le score de pertinence et donc le ranking, l'ordre dans lequel on va afficher les résultats à l'utilisateur. Et en général, au bout d'un moment, on coupe, on dit bon, en dessous de tel seuil, on arrête de l'afficher. Et donc là, l'ordre, il est plutôt satisfaisant puisque on a d'abord le document où ça parle d'animaux qui ont des chapeaux rigolos. Donc c'est vraiment ce qui était de plus proche en termes de besoin en information. Voilà, donc c'est fini pour la démo. Et donc en presque conclusion, donc, comme je vous l'ai dit, dans Elasticsearch, il y a énormément de fonctionnalités de ce type. Là, j'en ai balayé, enfin, je sais plus 4 ou 5, mais il y en a énormément. En général, quand on a besoin de faire quelque chose, en fait, on se rend compte que ça existe déjà. Après, ce sont des fonctionnalités qui sont quand même assez bas niveau, qui méritent d'être... enfin, on a besoin de vraiment les paramétrer. Il y a un nombre de paramètres importants, et c'est là, derrière, il y a un vrai travail, un vrai savoir-faire à développer. Voilà, d'une façon générale, la plupart des besoins qu'on identifie quand on utilise un moteur de recherche existent déjà, sont déjà implémentés dans Elasticsearch. Et puis derrière, justement, le travail de quelqu'un que j'appelle spécialiste en recherche d'information, donc dans un projet Elasticsearch, donc quelqu'un qui va implémenter la solution en interaction avec une personne métier, son travail, qu'est-ce que c'est ? Donc pour faire le lien avec la présentation qui va suivre, hein. Donc son travail, c'est écouter la personne métier, en gros comprendre son problème, rentrer dans son métier hein, et comprendre les pain points, donc ce qui lui cause souci dans sa vie de tous les jours, ou en tout cas dans les outils qu'il utilise, hein, en tout cas l'outil qu'on on veut remplacer nous, et projeter derrière ces problèmes et ces demandes, ces besoins sur des solutions techniques. Donc dans le contexte d'un projet Elasticsearch, la plupart du temps, ces solutions, elles existent dans Elasticsearch, il faut juste avoir une bonne connaissance des capacités de la techno et derrière l'implémenter. Ensuite, selon le spécialiste, en tout cas nous chez Synapse, on ajoute tout un aspect lié au traitement de la langue. Donc voilà, j'ai montré des exemples. Elastic est capable de traiter, donc de faire du stemming, donc en gros raciniser, c'est déjà pas mal. Il utilise pour ça une librairie open source qui fonctionne correctement, mais derrière on peut améliorer tous ces traitements, donc en faisant des traitements de la langue un peu plus poussés, une gestion plus fine de la sémantique. Donc ce que j'entends par là, c'est comme je vous ai dit, quand on déclare des synonymes dans Elastic, c'est des synonymes exacts, c'est-à-dire que à partir du moment où on a dit que chat et chaton sont synonymes, derrière le score d'un document où il y a chat ou chaton, pour lui ce sera toujours pareil. Alors qu'on peut avoir envie, quand même, quand on a quelques milliers de documents pour une requête donnée, de privilégier, si l'utilisateur a d'abord tapé chat, donc d'abord montrer des requêtes où il y a chat, et ensuite montrer des requêtes où il y a chaton, parce que quand même l'utilisateur il voulait en priorité des chats.
Ensuite, voilà, on peut aussi rajouter tout un tas de ressources lexicales. Il y a les ressources lexicales métiers, donc celles-là, on les demande à la personne métier parce que c'est elle qui connaît son métier, et donc c'est elle qui va nous expliquer que dans son contexte, tel terme est synonyme avec tel terme. Mais derrière, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être rajoutés, donc qui sont du savoir commun et qu'on peut rajouter dès le début dans le moteur de recherche. Et enfin aussi, on crée souvent des outils d'administration un peu plus haut niveau, donc qui permettent à la personne métier d'avoir un petit peu, elle va pas les coder évidemment, mais elle a la main sur le logiciel qu'elle utilise au quotidien. Voilà, j'ai terminé la première partie, donc je laisse la place à Rémi qui... Et mon objectif va être de faire un retour d'expérience sur la collaboration qu'on a fait avec Synapse depuis quelques mois. On a fait un premier POC qui va être bientôt livré et on va poursuivre l'aventure ensemble. Donc quelques mots sur l'entreprise dans laquelle je travaille, donc Prodemial. Alors qui nous sommes en fait? On est une filiale du groupe Omnium Finance, peut-être que vous connaissez sur Toulouse depuis 25 ans, qui propose des solutions patrimoniales à des particuliers. Et donc le groupe Omnium, pour faire simple, il y a deux grands pôles dans la société. Il y a les sociétés Stellium qui vont aller chercher les produits qu'on va proposer à nos clients, donc des produits immobiliers, en assurance vie, en placement financier. Donc on va les sourcer et on va donc les proposer à un réseau de consultants qui est mandataire indépendant. Et Prodemial en fait va gérer toute la partie métier de l'activité, c'est-à-dire que vous pouvez vouloir changer de carrière, de métier, donc on va vous proposer un centre de formation habilitant, donc vous avez des accréditations légales pour exercer le métier, donc on vous forme, on vous habilite et on vous accompagne notamment à travers des outils digitaux, essentiellement de plus en plus aujourd'hui, pour réussir dans votre activité. Donc nous on a donc moi chez Prodemial, je m'occupe de la partie de la cellule digitale, et donc j'ai pour mission principale de mettre en place des outils digitaux pour faciliter la vie des consultants. De plus en plus notamment de nouvelles générations qui nous rejoignent et qui sont très friands des supports digitaux qu'on leur met à disposition. Et donc l'outil de travail du consultant, vu qu'on veut que ce soit un modèle qui soit extrêmement accessible au plus grand nombre, et ben son outil de travail, visiblement il n'y en a qu'un seul essentiellement, c'est son ordinateur. Donc on lui met à disposition un extranet qui porte un nom interne chez nous qui s'appelle Cosmos, et qui est donc leur outil de travail où ils retrouvent toute leur vie de consultant, autant en information qu'en outil de travail, qu'en suivi client. Enfin voilà, c'est leur environnement central sur lequel ils peuvent ne jamais louer de bureau et faire toute leur carrière avec juste un seul ordinateur chez eux. Donc nous, avec cet outil de travail Cosmos, on l'a fait évoluer, on le modernise. Comme je vous l'ai dit, on a 25 ans d'existence, donc l'outil est un peu vieillissant. Et donc il agrège énormément de contenu. C'est une mine d'or d'informations. Et si je vous prends l'architecture très simple de cet extranet, il agrège donc des outils j'entends par exemple des simulateurs pour simuler par exemple un produit en Pinel par exemple. Vous avez des médias, parce qu'on a toute une phase chez Prodemial où on anime le réseau de consultants avec notamment des événements. Donc on a des vidéos, des photos, de rétrospectives, etc. Et qui sont, vous l'imaginez avec les années qui passent, qui s'accumulent énormément dans l'extranet. Et vous avez aussi des sites de contenu. J'entends là par exemple des sites internes où c'est purement du contenu HTML textuel qu'on met à disposition et que du coup on essaie de ranger comme on peut dans une arborescence qui était assez dense et qu'on a simplifié. L'idée de cette slide, c'est juste de vous montrer que l'extranet, jusqu'à mon arrivée il y a à peu près 2 ans et demi dans la société, était difficilement lisible pour les consultants. Ils ne s'y retrouvaient pas, il y avait trop de choses qui n'étaient pas forcément dispatchées de la manière la plus intuitive possible, et ça fait des années que les consultants nous demandent un moteur de recherche pour s'y retrouver. Voilà. Le besoin fondamental, en fait, il était là. Donc qu'est-ce qu'on voulait? Très simplement, on voulait un peu à la Google, une barre de recherche, pour faire une recherche rapide et simple dans tout l'écosystème de Cosmos. C'est-à-dire autant dans les outils, dans les médias que dans les contenus. Et donc on voulait que ce soit pas des recherches qui soient un peu partout, on voulait qu'il n'y ait qu'un seul et unique endroit où je vais faire une recherche, même sur le 15e site qui est dans mon écosystème, j'ai une seule barre qui fait le travail pour tous les sites. Ça, c'était le besoin fondamental. Alors nos contraintes, comme vous l'avez un petit peu compris, c'est qu'il fallait se brancher à plusieurs sources de données qui sont de nature extrêmement différente et qui ne sont pas forcément hébergées que chez nous. Je prends l'exemple de Vimeo. Par exemple, on a une chaîne Vimeo, on a peut-être 300 vidéos dessus.
il fallait qu'on soit capable autant d'intégrer une page web de l'extranet que les vidéos qu'il y a sur Vimeo. La deuxième contrainte, c'était de se dire, est-ce qu'on peut délivrer un résultat, une requête, extrêmement rapidement. On ne voulait pas qu'il y ait un temps de latence important. L'idée, c'est qu'on mute d'un point de vue digital dans le groupe et que on soit, entre guillemets, ce qui se fait aujourd'hui. Les gens sont habitués à des sites où tout va vite, où c'est mobile et où j'ai l'information très rapidement. Et donc, on voulait un moteur de recherche qui, malgré la complexité des sources de données, aille extrêmement rapidement. Et enfin, c'est d'évoluer en permanence. On a une activité qui est aussi très soumise à l'évolution réglementaire. On peut du jour au lendemain avoir un produit qui vient, un produit qui part, un site qui disparaît, un site qui se crée. Et on voulait pouvoir constamment brancher un outil, débrancher un outil et faire que le moteur en permanence indexe tout ça en quasi temps réel. À partir de là, donc on s'est dit qui sur le marché peut répondre à ce besoin. Et donc on a travaillé sur un projet avec Couleur Citron, qui est une agence de communication toulousaine, peut-être que certains connaissent, sur le début de la réflexion de la refonte de l'extranet. Et donc avec en sujet central ce fameux moteur de recherche. Donc avec Couleur Citron, on a travaillé surtout sur l'arborescence, sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur. Et on leur a dit, ce projet-là ne pourra se faire que lorsqu'on aura trouvé l'acteur qui pourra nous faire ce moteur de recherche. Donc ils nous ont recommandé Synapse Développement. Et donc moi, dans mon propre réseau, j'ai des relations digitales sur la région, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'évoquais Synapse, on me disait « tu peux foncer, c'est une boîte très solide, tu pourras faire du bon travail avec eux ». Et enfin, le dernier élément, c'est quand j'ai un petit peu approché Synapse sur leur site, par exemple, effectivement, j'ai entendu qu'il y avait une certaine expertise avancée sur ce qu'a dit un petit peu Camille tout à l'heure, sur l'analyse sémantique en langage naturel, avec une très forte base de synonymes qui permet finalement d'affiner au maximum la requête utilisateur et avoir une pertinence des résultats qui est extrêmement intéressante. Donc, alors, on n'a pas une grande expérience dans le choix de ce genre de partenaire, mais en tout cas, nous, à notre niveau, voici les 3 critères qui nous ont permis de bien choisir, notamment donc Synapse ici. C'était qu'il ait une culture technique qui est large. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de sources de données. Quasiment chaque source de données avait une techno différente. Le moteur, lui, a sa propre techno aussi. Et on voulait que l'acteur avec qui on travaille connaisse et un champ technique assez large parce que on a lui donné quand même des cas un peu complexes à travailler en se disant on a une techno sur A, une techno sur B, une techno sur C, et il y en a une vingtaine comme ça. Donc on s'est dit il faut que quelqu'un quand même puisse comprendre cet écosystème assez rapidement et qu'il ait la culture de ce genre de techno. Et enfin, le dernier point, c'était l'adaptabilité de l'offre. Pourquoi ? Parce que un projet comme ça peut coûter très cher parfois, et vous pouvez trouver parfois des solutions qui sont un peu trop câblées sur étagère et qui coûtent excessivement cher. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était ne pas se lancer dans une usine dès le départ. On voulait faire morceau par morceau et vraiment avancer en mode agile et trouver des briques de POC pour commencer. Et ensuite vraiment se synchroniser vraiment à chaque fois en temps réel avec le partenaire pour dire voilà, on a développé tel morceau, puis on fera tel morceau, puis tel morceau. On ne voulait pas quelque chose qui soit trop global pour avancer vraiment étape par étape. Hop. Voilà, donc les points de vigilance, c'est un petit peu ce que le dernier point, c'est ça, c'est la vente d'une offre surcalibrée. Alors chez nous, on a la chance d'avoir une DSI qui nous accompagne. Toutes les boîtes qui font ce genre de projet n'ont pas forcément cette chance-là. Donc nous, on était épaulés par une équipe technique pour nous dire soyez vigilants sur tel et tel point, pour ne pas vous faire avoir, tout simplement, parce qu'on peut vite, quand on n'est pas vraiment ce genre d'outil, vite se faire dépasser par les chiffres assez vertigineux. Et donc, c'est d'arriver sur un budget excessif et qui ferait que peut-être le projet n'aboutirait jamais. Alors qu'il existe des solutions moins coûteuses qui font aussi bien le travail. Alors l'équipe projet, moi je vais parler de ProDemial si tu veux peut-être toucher un petit mot sur l'équipe Synapse. Moi sur l'équipe projet, donc on était 9 collaborateurs, alors peut-être un petit peu moins. Donc moi j'étais le chef de projet chez ProDemial. Il y avait un UI UX designer, donc c'est ma collègue qui était donc spécialiste au niveau des interfaces du panneau du moteur. On avait donc le chef de projet informatique qui lui était donc le référent technique de l'extranet où la plupart des données allaient être indexées. Et il y avait un membre de la direction qui lui était le rôle de sponsor, donc c'est lui qui validait globalement les décisions budgétaires, la vision stratégique du projet.
Je ne sais pas si tu voulais peut-être toucher un petit mot sur l'équipe Oui, Synapse. rapidement, pour Synapse, du coup, c'est on va dire un projet classique, hein. Ça commence par le commerce, donc le directeur commercial qui est en régie ce soir. Et derrière, le projet s'engage, on fait des réunions, donc des réunions qu'on appelle des réunions de cadrage avec le client, donc dont j'ai un petit peu parlé. Donc le but, c'est vraiment de rentrer dans le métier du client. Donc là, il y a surtout le directeur de projet et les personnes qui vont construire la solution sur le plan, enfin on va dire le back-end, donc les gens qui sont vraiment liés à qui vont devoir mettre en œuvre, enfin projeter, comme je disais, projeter sur des solutions techniques les problèmes du client. Et derrière, dans ce projet, c'est pas toujours le cas, mais il y a aussi un aspect interface web. Donc il a fallu là encore itérer avec Prodemial sur le côté ah oui, donc vous voulez une interface, vous voulez de la recherche instantanée. Donc dès qu'on commence à taper un caractère, il y a les premiers résultats qui s'affichent, les colonnes, etc. Donc l'air de rien, c'est pas notre cœur de métier, mais c'est du temps et c'est aussi des gens de chez nous qui font ça. C'est pour moi déjà un succès, il est actuellement en recette auprès de la cible finale et ça marche très très bien. Et ça a été, pour moi, c'est sans doute l'aspect le plus important, c'est d'avoir une équipe projet qui réponde à tous les besoins. Moi je ne suis pas technicien, quand il y avait des questions techniques, il fallait un référent technique qui connaisse son sujet. Pour faire une interface qui soit extrêmement user-friendly, il fallait aussi pour moi quelqu'un qui sache, qui ait des connaissances en UI UX. Moi j'étais là, disons, pour faire un petit peu le tampon entre les deux. Et c'est pour moi, la recette du succès, elle était sur l'équipe projet qui répond à tous les aspects importants que Synapse nous demandait. Le deuxième aspect, c'était d'avoir des sources de données qui soient claires et structurées. On peut avoir 10 000 documents, 10 000 pages web, si elles ont toutes un nom qui n'est pas compréhensible ou des descriptions qui ne veulent rien dire, on a beau donner ça à n'importe quel moteur, on va taper une requête. On aura des choses qui seront peu claires. On ne va pas comprendre ce qu'il y a derrière tel titre, derrière telle description. Donc il fallait fondamentalement qu'on nettoie toutes les sources de données qu'on donnait à Synapse à indexer. Donc ça nécessitait de reprendre les centaines de vidéos Vimeo, toutes les pages web de l'extranet, en fait tous les documents, il y en avait aussi des centaines à indexer. On les a repris tous un par un, on a tout renommé avec une certaine méthodologie de nommage, surtout pour que le consultant, quand il tape sa requête, il ait un nom qui lui parle immédiatement. Et ça, c'était un fondamental pour que, quelle que soit la qualité du travail que Synapse va le fournir, si on n'a pas des sources de données qui soient claires derrière, l'expérience utilisateur, elle est ratée. Et bien sûr, fondamentalement, mais ça c'est comme dans tout projet, on va dire marketing, c'est de connaître sa cible finale. Nous, on a une typologie de consultants qui ont leurs habitudes de travail et on sait que dans l'interface, dans la manière dont on va falloir naviguer sur ce panneau de recherche, même s'il n'est pas forcément extrêmement imposant, on sait où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. L'idée, c'est qu'il ne se pose aucune question et que ce soit extrêmement intuitif pour lui. En termes de méthodologie, donc on a dans les prérequis pour démarrer, ça a été donc un audit technique et fonctionnel, notamment avec la présence de Camille, qui a donc rencontré toute l'équipe projet, qui nous a expliqué comment ça allait se dérouler, et qui avait donc effectivement différentes phases dans le projet. Donc on a découpé ça en lots pour sélectionner les options les plus critiques, les plus importantes, parce que le projet se réalise sur le long terme, à mettre en priorité. Donc il y avait tous les aspects, autant techniques que marketing que fonctionnels. Une fois qu'on a découpé en lot, donc on a préparé pendant un bon mois à peu près les sources de données. On a donné tout ça à Synapse pour qu'ils aussi prennent connaissance de l'environnement technique, qu'ils fassent leur premier test d'indexation. Une fois que ça a été fait, on a eu des premières livraisons du moteur. Donc là, c'était une phase qui dure jusqu'à maintenant d'ailleurs, une phase de test et itération. C'est presque la phase la plus importante, naturellement, parce qu'on se met à la place de l'utilisateur. Et là, c'est très simple, on tape des requêtes. Et à chaque fois, on se dit, quand je tape tel mot, est-ce que ce qui ressort est pertinent ou pas? C'est la seule et unique question quasiment que je me pose. Si jamais je fais une requête et que je vois un résultat qui est pertinent, on estime ça comme étant ce qu'on appelait dans le cahier de test un OK. Si ce n'était pas le cas, on mettait un KO. Et donc l'idée, c'était qu'on ait
80-90% de OK, et justement l'idée à chaque fois, c'était chaque semaine avec Camille et l'équipe technique, c'était de se dire j'ai 80% de pertinence, il me faut plus, il me faut plus. Donc on a affiné au fur et à mesure le travail, et ça passait, alors je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard, ça passait notamment, comme a dit Camille, par le champ lexical que Synapse ne pouvait pas inventer. Donc on a tout un jargon, un vocabulaire qui est très très propre à nous, et il y avait un gros travail de dire à Synapse, voici notre vocabulaire, notre langage, et tel mot doit sortir tel mot. Donc ça, Synapse ne peut pas l'inventer. Nous, on l'a donné, et selon les requêtes que je tapais, on faisait les allers-retours. C'est-à-dire, quand je tape tel mot, je veux arriver, donc je tape le mot A, je veux le résultat B, et je veux aussi parfois le vice-versa. Et parfois c'était le cas, parfois c'était pas le cas. Et tout ça, c'était dans la phase de test et itération qu'on a pu, au fur et à mesure, affiner la pertinence de l'outil. Donc là, actuellement, on est en phase d'expérimentation de recettes. Donc on a ouvert sur 4 semaines le moteur. On le fait progressivement. Donc on a commencé par 20 consultants, puis là on est à peu près sur 50, entre 50 et 100, puis on va monter jusqu'à 300, puis jusqu'à 500. Et là, on aura couvert un grand nombre de requêtes différentes, et ça nous permettra, donc on a déjà 90% de pertinence sur le moteur avant livraison en recette, donc ça nous permettra d'arriver, peut-être pas à 100%, mais d'arriver à quelque chose d'extrêmement pertinent pour un lancement et un succès quasi assuré dès le lancement. Donc les facteurs clés de succès, ça reprend un petit peu ce que j'ai évoqué, donc en quelques points. Donc éduquer le moteur avec le vocabulaire spécifique à l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qui ne peut pas non plus s'inventer que par l'équipe projet, donc moi en l'occurrence. Il y a aussi des spécialistes sur les produits que l'on vend, sur un vocabulaire qui est très technique. Donc c'est là aussi, je pense au chef de projet à fédérer aussi le reste de l'entreprise autour du projet, de lui expliquer le pourquoi on fait ça, et de pourquoi chacun doit à son niveau s'impliquer pour que le consultant soit satisfait. Voilà, et donc ça passe par un travail qui est pluridisciplinaire au sein de l'entreprise. L'itération sur la pertinence des résultats, tester des requêtes, et là, encore une fois, moi, à mon niveau, j'ai pu aller jusqu'à un certain niveau, et c'est après, au rôle des consultants, ils sont 3000, et avec une population de 500, on arrivera à faire suffisamment de tests pour arriver à un niveau de pertinence assez intéressant. Une ergonomie au top, ça c'est un fondamental. Alors Camille l'a dit, c'est pas forcément leur cœur de métier, mais c'est indispensable parce que quand vous avez donc beaucoup de sources de données dans un moteur, on peut vite être débordé par l'information, qui ne soit pas forcément très agréable à lire, à trouver, à sélectionner, avec un scroll peut-être qui va être infini. Donc l'idée c'était de trouver une jolie interface, et on était très, très pointilleux là-dessus, pour que justement l'utilisateur trouve ça extrêmement agréable, et que ça soit accepté dès le lancement. Analyser les statistiques, alors pour l'instant, bon, c'est pas encore lancé, mais on commence à le faire à un petit niveau. C'est assez intéressant pour la pertinence et on va dire, enrichir notre base de connaissances et de documents. C'est de se dire, par exemple, il y a telle requête qui est extrêmement tapée. Est-ce que derrière, ils ont vraiment les résultats de leur requête? Oui, non. Si jamais ils ont des résultats, ils vont plus sur les documents, sur les pages HTML. Donc on comprend un petit peu le besoin au fil du temps à travers ces résultats-là, et on enrichit, on crée des documents, on crée des pages, on en supprime. Et ça permet, de toute façon, ça revient un petit peu à chaque fois même, c'est d'améliorer la pertinence de l'expérience. Et enfin, c'est le mode projet agile. Donc, on n'a pas fait, avant le lancement du projet, un cahier des charges de 100 pages pour se lancer. On a été très clair sur le périmètre du POC, et on a des points réguliers chaque semaine, voire parfois au téléphone 2 fois par semaine, des allers-retours, des ateliers en présentiel pour tester le moteur, faire nos retours. Et ça, pour moi, ça a été le facteur clé de succès presque. Enfin, d'ailleurs, j'en ai dit un, donc c'est le numéro 2, mais pour moi, c'était fondamental d'échanger et d'itérer presque en direct avec Synapse chaque semaine de manière hebdomadaire. Voilà pour ma partie. Merci Rémi. Merci. Du coup, enfin, je ne l'avais pas précisé non plus, mais vous avez remarqué que vous n'avez pas eu le droit à des questions après ma présentation. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une session unique de questions, que ce soit pour Rémi, pour moi ou pour les deux. L'idée, c'est de s'arrêter dans combien de temps? Tu sais, Sarah? Il est 20h07, et en gros, il faut qu'on ait... après la partie questions, il y a donc on aura quelques bières et de quoi manger et boire juste derrière.
Et à 21h, c'est fini. Donc bon, on se donne 10 minutes de questions-réponses. Il y a un micro, voilà, je sais pas si on pourra... S'il y a des questions. Ouais, s'il y a des questions, évidemment. Ça marche pas. Ah, attends, je crois qu'il faut que je me débranche. On est sur la même fréquence. Ouais, ça. Donc c'était pour savoir comment vous gérez la mise à jour des sources. Parce que si vous avez des nouvelles vidéos sans arrêt ou des nouvelles pages web ou des nouvelles, comment ça se passe pour que ça se propage jusqu'à Elastic? Bah, là-dessus, nous, là, vous m'entendez, hein. Donc on a ce qu'on appelle des connecteurs. Donc pour chaque source du client, on implémente un connecteur. Donc on a des connecteurs génériques pour des sources génériques type Vimeo. Et après, on développe des connecteurs sur mesure pour, par exemple, l'intranet, qui était l'iFrame pour donner une technologie un peu qu'on voit pas partout. Et derrière, on se met d'accord sur une fréquence de rafraîchissement. Donc ça dépend des besoins. Ça dépend. On peut le faire toutes les 10 minutes si la source le permet. C'est-à-dire souvent, si on peut demander qu'est-ce que tu as de neuf depuis les 10 dernières minutes, on peut le faire tout le temps. Sur des technos où on peut pas et où il y a un peu de volume, on va le faire moins souvent. On va le faire toutes les nuits, par exemple. Mais en gros, voilà, on a ouais, c'est ça. Nous, on est là-dessus. Ça dépend de la fréquence de rafraîchissement des données, etc. Typiquement, pour Prodemial, on est sur une fois par jour la nuit. J'avais une question. Vous avez parlé du coup d'un vocabulaire partagé qui a été partagé entre Prodemial et Synapse pour définir du coup les synonymes. Et j'aurais voulu savoir du coup sous quelle forme ce vocabulaire a été partagé et comment la collaboration a été faite pour justement développer ce vocabulaire-là. Donc moi, l'équipe m'a partagé un cahier de test en fait au début pour me dire sur telle requête il me faut tel résultat. Et à côté de ça, j'avais un autre fichier, donc c'est un fichier Excel en fait. Donc j'avais un fichier Excel où en fait tout simplement j'ai fait à mon niveau, après ils l'ont retraité d'une autre manière, mais ça reste un fichier Excel. En gros, il y a deux colonnes. Il y a le mot qu'en fait on va taper, la requête, et tous les mots qu'il faut que je puisse associer à ça. En gros, tous les synonymes, en fait. Et donc, il y a des fois, je disais, c'est dans un seul sens. Donc, j'ai telle requête et j'ai telle requête. Tous ces mots-là doivent sortir dans le panneau. Ou parfois de l'inverse. Parfois, c'était pas le cas. Donc ça dépendait du test. Donc, quand je tapais un mot de là, il fallait que l'autre sorte et vice versa. Ou parfois, c'était uniquement dans un seul sens. Mais c'était un fichier Excel basique de 2 colonnes. Et à chaque itération, donc moi, j'avais ma liste de requêtes à chaque fois que je retapais ou je changeais. Et selon ça, je disais, en fait, tel mot aurait dû sortir, il n'est pas sorti. Donc je retournais dans mon fichier Excel, je rajoutais le champ dans la colonne 2 ou dans la colonne 1, et je disais, en fait là, il faudrait affiner ça en mettant ça, ça qui sorte ça et ça qui sorte ça. Voilà, c'était comme ça en fait. D'une façon générale, la méthode chez Synapse, on dit à notre client, qu'est-ce que vous avez? En gros, on dit, donnez-nous ce que vous avez, tout ce qui contient votre vocabulaire métier. Donc évidemment, on a les documents puisqu'on y a accès. Il y a déjà des choses à en tirer. Mais après, typiquement, sur le Zendesk de Prodemial, il y a un lexique. Donc pour chaque mot métier, il y a la définition. Donc là, déjà, il y a quelque chose à en faire. On peut simplement établir des relations entre les termes du lexique et chacun des termes de la définition. Ça crée du bruit, évidemment, mais après, on n'est pas obligé de mettre beaucoup. On a la main sur à quel point on fait confiance dans telle ou telle relation. Donc, et après, derrière, la magie des stats et du volume de données fait qu'on s'en sort plutôt bien, parce que en fait, les mots qui sont pas vraiment liés au vocabulaire métier sont ignorés, quoi. Et juste un point intéressant qui était dans notre cas assez important dans l'itération, c'était le poids qu'on a donné au titre, aux descriptions. Ça, c'était extrêmement important pour nous parce que je tape A, j'ai les résultats B, C, D qui apparaissent. Parfois, c'était pas dans l'ordre que nous, on estimait comme important dans la pertinence. Donc, on a beaucoup travaillé, notamment sur la partie glossaire, parce que nous, le moteur de recherche, la cible, c'est quand même beaucoup de jeunes consultants, donc les nouveaux qui arrivent, qui veulent avoir un grand
besoin d'informations qui vont aller sur ce moteur-là. Ceux qui sont habitués, souvent, savent où aller chercher l'information. Donc les nouveaux, très souvent, nous, ce qu'on voulait, par exemple, c'était quand je tape, je prendrai un cas très simple, rémunération, par exemple, qui tombe en premier sur le mot rémunération du glossaire, et pas sur une question rémunération qui était pas importante pour un nouvel arrivant, par exemple. Donc on a énormément travaillé sur le poids à donner pour telle requête, au titre, aux descriptions, ou à la nature de la source de données qu'il fallait faire apparaître en premier. Voilà. Merci. Alors, déjà, merci pour la présentation qui montre un cas réel d'utilisation de la techno élastique. Ma question va porter plutôt sur l'utilisation des similarités sémantiques pour enrichir Elasticsearch. Donc, Camille nous a bien montré qu'on peut enrichir avec des synonymes, avec des lexiques. Est-ce qu'on peut aussi enrichir par des word embeddings ou ce genre de choses? Oui, alors du coup on peut. Il y a, aux dernières nouvelles, Elasticsearch le propose pas en built-in. Hein. Bon, je suis sûr qu'ils y réfléchissent très fortement. Tout le monde sait que c'est quelque chose de très très puissant et très prometteur. Après, il y a les recherches géographiques, donc comme comme j'en ai parlé en introduction, enfin non, en conclusion, qui acceptent jusqu'à 6 dimensions. Donc voilà, 6 dimensions, c'est déjà assez bien pour représenter des embeddings qui sont vraiment porteurs de sens, avoir des dimensions intéressantes, etc. C'est pas quelque chose qu'on utilise en production aujourd'hui chez Synapse. Nous aussi, on y réfléchit, on expérimente beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, on est plus sur vraiment le paramétrage en gros, on utilise Elasticsearch avec les outils built-in, et on est vraiment sur on va utiliser du machine learning, hein, puisque là on parle de machine learning au final, plus sur paramétrer automatiquement et de façon optimale ces outils en utilisant le cahier de test qui est fourni par le client. Les embeddings, ça marche bien et c'est très chouette, mais il faut déjà quand même pas mal de données et en fait on a des très bons résultats sans, donc on n'a pas forcément poussé ça aujourd'hui. Merci. Moi, c'était plus sur l'amélioration du moteur de recommandation. Vous avez parlé d'utiliser du coup l'expérience, enfin l'analyse de l'expérience utilisateur en comptant les clics ou ce genre de choses qui sont faites suite à une recherche. Souvent aussi, il y a des likes, dislikes ou des choses comme ça là qui sont proposées sur les résultats. Est-ce que pour ce genre de processus, on a tout ce qu'il faut dans Elasticsearch, ou est-ce que finalement il faut quand même une base de données à côté pour gérer des compteurs, des choses comme ça? Alors oui, non, il faut. En tout cas, c'est pas prévu non plus par Elasticsearch. Après, la base de données en question qu'on met à côté, c'est Elasticsearch, puisque bon, c'est fait pour stocker des données, pourquoi s'en priver. Mais derrière, c'est surtout le traitement qui est fait donc, de ces logs, enfin de ces traces d'utilisation, traces d'utilisateurs, que nous, en fait, on retranscrit comme un cahier de test. Donc, au début, le client nous donne un cahier de test, donc lui, c'est le cahier de test Gold, c'est donc l'expert métier qui nous a dit, il y a telle requête, il faut tel résultat. Mais derrière, effectivement, il y a les usages qu'on peut exploiter. Et on est donc il y a les plus, les moins, il y a aussi simplement le clic. En général, on ne va pas cliquer si on pense que c'est pas pertinent. Et donc ça devient des cahiers de test, on va dire des cahiers de test mous, donc qu'on peut utiliser pour optimiser les paramètres, mais auxquels on donnera moins de poids que le cahier de test que nous a donné notre client. Derrière toi. Petite question plus technique. Est-ce qu'il y a moyen d'estimer l'infrastructure pour héberger ce genre de service? Est-ce que c'est un petit serveur qui permet de faire tourner ça, ou est-ce qu'il faut imaginer quelque chose de plus important? Est-ce qu'en amont, avant de lancer ce genre de développement, on réfléchit déjà à l'infrastructure qui est derrière, ou ça se fait en fonction de la montée en charge?
Non, donc en fait, Elasticsearch, donc comme je dis, on l'utilise depuis quelques années. On a donc quelques projets qui sont en production. Et en fait, on n'a jamais utilisé besoin de plus d'un serveur. On en a pour la réplication, donc pour le côté sécurité, mais pas du tout pour le côté scalabilité. Aujourd'hui, on parle que de Prodemial, donc on n'est pas sur des quantités. En tout cas, il y a quelques dizaines d'utilisateurs aujourd'hui, mais on sait que quelques centaines ou quelques milliers. En fait, il faut une machine un peu costaud parce que Elasticsearch, bon, il faut une bonne machine, mais il en faut qu'une. Et donc c'est sur le cloud et ça coûte pas très cher. Et tant qu'on reste dans la gamme de produits libres et open source, bah, du coup ça coûte rien en licence.